Le 19 juillet dernier, un Embraer 175 s'est retrouvé à devoir remettre les gaz car il a pris peur à cause d'un B-52H. Tout ça a eu lieu au niveau du terrain international de Minot. Nous sommes en Dakota du Nord, à quelques kilomètres de la frontière canadienne, là où se trouve un des plus grands gisements de pétrole américain, une ville chère à Josh Duhamel, qui nous a donné la plus belle scène d'appui aérien de l'histoire du cinéma hollywoodien. Mais nous allons surtout voir comment cet événement évité grâce à l'équipage nous permet d'en sortir 5 grandes leçons pour la sécurité des vols, mais également pour la culture de sécurité tout court, et cela juste après notre nouveau jingle qui va vous parler un petit peu de ce lieu magnifique où je me trouve. Nous sommes sur le terrain de Ville-Marie du côté de la Teste où nous venons de créer un centre pour vous permettre de vous initier au vol de formation, à la position de leader, le leadership, au rôle de l'équipier, le followership, que ce soit en tant que pilote, en tant que passionné ou en tant que manager. Jingle. Notre avion du jour est un Embraer 175 et il appartient à la plus grande compagnie régionale des États-Unis et on peut le dire du monde, SkyWest, basée à St. George dans l'Utah depuis 1972. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont commencé avec des tout petits aéronefs, un petit peu comme nous ici, avec du Piper Cherokee, 140 chevaux, après de l'Arrow, du Six avec 6 personnes à bord, avec ensuite derrière des avions de plus en plus gros, jusqu'à avoir à l'heure actuelle 507 aéronefs, 258 destinations, 14 610 employés. Alors, ça peut paraître moins que les grandes compagnies, c'est parce qu'ils font du régional. Ils ont donc beaucoup moins de PNC, d'hôtesses et de stewards à bord. Par contre, point remarquable qui n'est pas vraiment dans notre culture en France, eh bien, c'est que SkyWest est sous contrat avec 4 mainlines, avec 4 grandes compagnies différentes. Ils travaillent avec Alaska Airlines, sous le nom d'Alaska SkyWest, 10% de leurs heures de vol. Ils travaillent avec American Airlines, sous le nom d'American Eagles, pour 32% de leur activité, avec Delta, et aujourd'hui c'est le cas d'un Delta Connection, 17% de leur activité, et avec United Airlines, le mastodon avec United Express, 41% de leur activité. Donc SkyWest, un régional, se vend, se loue et sous-traité par 4 autres compagnies, ce qui n'est pas banal, ce qui montre qu'aux États-Unis, ils ont tendance à faire les choses un petit peu différemment. Toujours est-il, ils font 2200 vols par jour et ils ont connu quelques accidents dans leur vie. Même si au vu du volume d'heures de vol qu'ils font, c'est pas énorme. En 87, un avion de chez SkyWest, un Fairchild Metroliner, était entré en collision avec un Moni 20 et au final, ce qu'ils avaient dit, c'est que le Moni s'était perdu, n'avait rien à faire dans cet espace aérien-là. En 91, encore un Metroliner, ce coup-ci sur la piste, pareil à décoller, attend l'autorisation de décollage, erreur du contrôle qui autorise un 737-300 à se poser. Il se pose sur lui, tout le monde dans le SkyWest va décéder, 22 personnes sur 89 dans le 737 ne vont pas survivre. C'est le SkyWest 5569. On pourra en parler si vous voulez, car à Bordeaux, pas très loin d'ici, on a failli avoir la même il n'y a pas très longtemps, avec un vol d'EasyJet autorisé à se poser alors qu'un DR400 est présent sur la piste. Et c'est grâce à la conscience de la situation du pilote de DR400 qui a rappelé à tout le monde qu'il était là, bien qu'il n'y a pas eu d'accident. Encore une erreur de l'ATC en 2007 avec un Embraer 120 qui se retrouve à San Francisco avec une incursion de piste face à un Embraer 170, pas de décès heureusement,
Et en 2012, c'est un petit peu original, vous avez un pilote suspendu de SkyWest qui est suspecté d'avoir assassiné sa femme, qui vole un Sergi 200, qui commence à rouler avec et finit dans des voitures et termine par se suicider par balle à l'intérieur de l'avion avant l'arrivée de la police. Bon là, c'est un peu original quand même. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui se passe au niveau de la ville de Minot. Alors on est en altitude, on est à 1716 pieds, ça fait 523 mètres. On est sur un terrain qui accueille 10 à 15 vols commerciaux par jour, qui voit 90 mouvements par jour environ, 73% d'aviation générale, donc les petits avions, 6% les avions de ligne et 6% les avions militaires, car juste à côté, on va en parler, il y a une des deux bases de B-52 des États-Unis. Il y a 6 vols par jour vers Minneapolis avec Delta Connection, sinon c'est United qui va à Denver. Pour la petite histoire, Minot est connue comme étant Magic City, c'est la 4e ville de l'État. Et pourquoi ce nom? Parce que quand elle a été créée en 1886, le nom du chemin de fer, en quelques mois seulement, elle est montée à 5000 habitants. Et en fait, c'est une ville qui est apparue, comme on voit dans les westerns, dans les films, quasi du jour au lendemain, d'où Magic City. Alors, notre B-52H, d'où est-ce qu'il arrivait? Vous avez la base, à environ 20 km de là, de Minot Air Force Base, qui abrite 2 grandes unités. La 5e Bomb Wing, qui est constituée de 2 escadrons de B-52H, la 23e et le 69e, mais également la 91e Missile Wing, avec 3 unités, 740, 741, 742, équipées de LGM-30, les fameux Minuteman III, donc des missiles nucléaires balistiques qui partent depuis le sol, ce qu'on avait avant en France au niveau du plateau d'Albion avec l'armée de terre, ce qu'on a arrêté d'utiliser et d'exploiter pour des raisons purement économiques. Ils ont également des Iroquois qui sont basés et le B-52 en question appartient donc soit au Baron, soit au Nighthawk et d'après les déclarations américaines, aurait participé au survol d'une fête aérienne avant d'aller dans le circuit de piste à Minot. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les avions militaires ne sont pas forcément équipés de TICAS. Entre avions de ligne, c'est très standardisé, ça marche bien, mais avec les avions militaires, on a même parfois des procédures différentes. À mon époque, dans la Navy, on coupait même le transpondeur dans le circuit de piste. C'est des cultures différentes, on va en reparler. Donc se dire, pourquoi est-ce que le pilote n'a pas forcément suivi son TA, pourquoi il n'a pas suivi son système d'anti-abordage réalisé, réfléchi pour les avions de ligne? Eh bien parce que là, on n'est qu'un avion militaire qui plus est dans un circuit, et donc on est dans des logiques différentes. Toujours est-il, c'est très présent dans la tête des pilotes américains que le 29 janvier 2025, un American Eagle de PSA Airlines a percuté un UH-60 ou l'UH-60 a percuté l'American, prenez-le comme vous voulez. Toujours est-il, c'était l'accident avec ce CRJ-700 qui a fait le plus de morts depuis 2001 aux US. Donc cette déconfiction, j'ai presque envie de vous dire cette défiance entre régionale et militaire, c'est normal qu'elle soit dans la tête des équipages et c'est une bonne chose. Maintenant, regardons un petit peu la trajectoire que l'on retrouve grâce à Flight Radar. On a le décollage de Minneapolis, une croisière, tout se passe bien. Quand on regarde les approches des différentes semaines précédentes, on est généralement sur un palier à 4700 pieds QNH. Et ensuite, soit ça passe par le nord, des fois en faisant la verticale de la base militaire. Donc les équipages sont habitués à savoir qu'il y a des militaires dans le coin. Soit on arrive directement par le sud. Là, on arrive directement par le sud. Le terrain de Minot n'a pas de radar. Donc vous avez un contrôleur au niveau de sa tour qui va gérer sa déconfiction entre ces trafics et qui va autoriser à se poser l'avion de ligne. Généralement, les avions de ligne arrivent en vol aux instruments, peuvent éventuellement terminer à vue, mais vont continuer sur l'approche classique et si besoin, s'ils remettent les gaz, vont pouvoir faire un grand tour. Mais là, on vient toucher aux procédures compagnie. Et généralement, le retour d'expérience des 30 dernières années pour les compagnies aériennes, c'est que vous voulez toujours obliger vos équipages, même si vous faites une approche à vue, à avoir un backup qui soit aux instruments. Ça vous permet de vous assurer que vous êtes sur la bonne pente, que vous n'êtes pas sur une fausse pente, surtout avec des équipages qui ne sont pas très habitués à faire des approches à vue. Toujours est-il, on voit notre approche est passant 2400 pieds QNH. Donc je vous rappelle que la piste est à 1700, donc on est à 700 pieds sol. À 1000 pieds sol, on doit s'assurer qu'on est stable. À 500 pieds, on vérifie également qu'on est toujours stabilisé avec des critères légèrement plus restrictifs. Et là, environ 700 pieds sol, 157 nœuds en vitesse sol, il y a décision de remettre les gaz. Mais ce qui est intéressant, et la data n'est pas tout à fait consolidée pour l'instant, c'est qu'avant de partir, on voit que l'avion s'enfonce avec un variomètre à 2250 pieds minutes avant de repartir vers le haut, vers la droite et monter à 2200 pieds minutes jusqu'à 4100 pieds qui est en gros son altitude de vent arrière pour venir se représenter.
Donc ce que l'on voit au niveau de Flight Radar, c'est un avion qui est stable, parfaitement sur sa trajectoire, qui passe sa fenêtre stable des 1000 pieds, qui continue en dessous et qui là décide en fait que ça va pas être possible et qui va remettre les gaz, initialement peut-être en rendant un petit peu la main, et après en partant vers la droite. Donc on n'a aucun moyen de savoir la distance à laquelle se trouvait le B-52. Ce que l'on voit juste, c'est qu'il y a eu cette remise des gaz avec virage qui ne suit pas la procédure classique assez virile. Et il est autorisé pour les équipages d'avions de ligne de déroger aux procédures pour des raisons de sécurité. Donc le pilote a forcément fait un rapport, s'en expliquera, ira défendre sa prise de décision et on pourra voir peut-être dans les prochains mois un compte-rendu qui nous explique à quelle distance il se trouvait du B-52. Maintenant, juste avant qu'on attaque les grandes leçons, petit rappel, quand vous êtes un avion de ligne et que vous allez vers un terrain moins contrôlé, un petit terrain régional, généralement, soit il y a un contrôleur et il va continuer à vous assurer les séparations, soit il n'y a pas de contrôleur et à ce moment-là, vous faites de l'auto-information sur les fréquences et vous passez généralement en voir et éviter. Allez, on attaque nos leçons. Nos 5 grandes leçons du jour. La première, simple, efficace, mais il faut la marteler. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et c'est pour ça qu'on emporte du pétrole en plus, que ce soit en aviation légère ou en aviation professionnelle. Vous prenez du pétrole pour vous offrir des options. Dans le monde de l'entreprise, vous l'aurez compris, le pétrole, c'est du cash pour votre entreprise. Et ben nous, notre cash, ce qui nous permet de vivre, c'est le pétrole, c'est de l'énergie, énergie potentielle de pesanteur, énergie cinétique et cette énergie en réserve qu'est le pétrole. Il vous faut tout ça pour pouvoir survivre dans un avion et vous anticiper en prenant du pétrole pour pouvoir faire des remises des gaz ou de l'attente à l'arrivée. Donc en cas de doute, remise des gaz. Numéro 2. L'activité mixte égale culture différente et on pourrait presque dire égale danger. Ici à Ville-Marie, c'est un terrain qui est connu pour une multitude d'activités. Vous avez de l'aviation générale, des ULM, des paras, des militaires qui viennent, du planeur, des hélicos, du charter. Et en plus, vous pouvez rajouter sur d'autres terrains des avions de ligne. On est donc sur des cultures différentes avec des procédures différentes et des mondes qui ne se connaissent pas forcément. Un planeur n'arrive pas du tout avec la même pente qu'un hélico, qu'un avion de parachutisme, qu'un ULM ou qu'un avion d'aviation générale. Donc on peut facilement se retrouver à se masquer. C'est pour ça qu'il est indispensable de s'intéresser aux autres cultures. Un B-52H n'a pas les mêmes règles entre militaires de séparation, n'a pas la même perception des vitesses de déplacement au vu de sa formation initiale de militaire qui lui a fait faire du vol en patrouille qu'un pilote de ligne qui n'a jamais rassemblé, qui n'a jamais été proche d'un autre avion. Ce sont des cultures différentes et ce qui peut paraître acceptable ou normal à un pilote de B-52 ne le sera probablement pas à un avion de ligne. Et nous, en tant que chasseurs, on fait très attention à ne pas déclencher des TICAS d'avions de ligne. Donc, par exemple, quand on arrive ou qu'on fait des changements d'altitude, on va toujours regarder à vue où sont les liners pour faire attention, pour casser notre taux vario, pour pas faire sonner du TICAS. Donc, l'activité mixte, culture différente, alors que tout paraît être de l'aérien, tout ça, ce sont des cultures différentes. En numéro 3, l'ATC. N'oubliez jamais, et je les apprécie beaucoup, mais qu'ils ne sont pas dans l'avion. Donc, on en revient au numéro 1. Si vous avez un doute, il n'y a pas de doute, on évite. Numéro 4 sont les priorités qu'on a parfaitement vues appliquées par notre régional aujourd'hui. En 1, c'est la sécurité, c'est pas négociable. En 2, c'est le timing. Remise des gaz, vous perdez un peu de temps, c'est pas grave. Mais en 3, la satisfaction client, avec ce qui fait le buzz actuellement, la communication du commandant de bord, une fois posé, une fois au sol, pour expliquer sa démarche de remise des gaz. Il a été transparent et c'est ça qu'on prône désormais dans l'aérien. Ne prenez pas les gens pour des jambons. Ils ont conscience, ils arrivent à avoir des informations en temps réel avec Internet. Expliquez-leur la vérité. C'est beaucoup plus impactant, beaucoup plus efficace. Et en termes de satisfaction client, ils ont marqué des points à être transparents. Donc, c'est une excellente chose. Toujours gardez ça en tête. Long story short, it was not fun, but I do apologize for it, and thank you for understanding. It was not a fun day at work. So, have a nice evening, and I'm glad you're safe. Et le numéro 5, c'est le rétex mondial. On voit que suite à un événement comme ça, à l'autre bout de la planète presque, ça fait un buzz sur les réseaux sociaux. Et attention, le temps du buzz n'est pas le temps de l'enquête. Donc, gardez bien votre envie de passer dans le jugement. On l'a beaucoup vu ces derniers jours avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
On ne sait même pas encore vraiment quel type d'enquête va être mise à disposition derrière pour qu'on puisse en tirer tous les rétextes. Je pense que ça sortira. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas la trajectoire du B-52. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé avec le contrôleur. Il semblerait que le contrôleur voulait faire remettre les gaz dans la mauvaise direction à l'équipage. Ça, on ne sait pas. Donc, il faut savoir tirer des leçons sans pour autant passer dans le jugement qui viendra bien après le temps de l'enquête. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de tous devenir de meilleurs aviateurs, de développer notre culture de pilote et non pas de devenir des Judge Red de la toile. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Pourquoi pas ici avec nos ULM. Tiens, regardez, ils sont là. Ils sont là, ils nous regardent. Ils sont beaux, ils sont tout beaux. On fait un petit stage en fin de semaine vol patrouille. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous dis à très vite et fly safe. Si vous êtes en région parisienne, le samedi 20 septembre, il y a un nouveau rendez-vous annuel à ne pas manquer. Il s'agit de la fête de l'ACTF, de l'Aérotouring Club de France qui va réunir des centaines de personnes, de magnifiques aéronefs et je ne peux que vous conseiller de nous retrouver là-bas le samedi 20. On vous met le lien juste en dessous.